La question est très courte. Oui, et une réponse très longue. Oui, oui, une réponse très longue. Je trouve que le nouveau musée, là, ce qu'on veut faire, le SIAC, oui. Je trouve ce nom absolument... c'est idiot. Hein. C'est idiot. J'ai pensé à Mambo. Qu'est-ce que tu en penses? Mambo, musée d'art moderne de la Beauvrie. C'est aussi idiot, mais c'est comique. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Mambo, c'est beau. Enfin, non. Mais Mambo, bon, Beauvry, pourquoi pas. Mais moi, bon, indépendamment du nom, j'attends surtout le moment où il vivra réellement. Et que mais il faut une identité très forte qu'on retienne. Je n'ai plus beaucoup d'illusions à propos de Liège. Hein. D'ailleurs, je vis plus à Lille qu'à Liège. Et si vous me voyez aujourd'hui ici dans une galerie, c'est exceptionnel. Hein. Oui, d'ailleurs, tu fais une expo dimanche, c'est ça? Le vernissage, c'est ce week-end, ton expo à Lille? C'est déjà passé. Ah, c'est déjà passé. C'était la seconde dans le même endroit, oui. Et c'est l'art et les maths qui ouvre bientôt. Hein. Attends. L'art et les maths. Oui, en Bruxelles. Oui. Ça, c'est... Non, c'est une révélation, ça. Tu n'es pas un peintre abstrait géométrique. Je ne suis pas un peintre abstrait géométrique, comme tout le monde a l'air de le croire, et les gens croient que ce qu'ils voient. Donc s'ils voient des formes géométriques, eh bien, voilà ce que je suis. Et alors, si on veut bien regarder ma peinture, on verra qu'elle n'est influencée ni par Mondrian, ni par Herbin, ni par Delahaut, ni par personne d'autre. Je ne suis pas à prendre des formes, à les réutiliser ou les adapter à ma façon. Ça n'a rien à voir. Et le scoop, c'est ceci, que je me contente de peindre mon imaginaire. Qui, lui, est géométrique. Qui, lui, est géométrique. Non, il n'est même pas géométrique. Mon imaginaire est en référence avec le monde de mon enfance. Et à 7 ans, c'est terminé, ou 6 ans, parce que je vais à l'école et que j'entre dans un autre monde, mais avant, je suis bien dans mon imaginaire et dans un lieu dont je ne parlerai pas maintenant, mais qui est extraordinaire. Donc on peut regarder ma peinture d'une autre façon, et ce serait peut-être un peu plus intelligent d'ailleurs que de se contenter de voir des formes géométriques. On a besoin d'être catalogué. Hein. Je n'ai pas besoin d'être catalogué. Les gens ont besoin d'être catalogués. Les gens ne peuvent vivre qu'avec des certitudes. Des béquilles, les gens ont besoin de béquilles. Les étudiants voulaient des certitudes. Picasso, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Voilà ce qu'il veut. C'est toute la question de l'expert. À partir du moment où tu fais dans la culture le match, tu as besoin d'un expert qui te dise ce que tu dois aimer, ce que tu ne dois pas aimer. Ce qui est crédible, ce qui n'est pas crédible. Alors, ce sont les experts pharisiens, c'est-à-dire ceux qui se donnent le titre d'expert, parce qu'on peut être, n'importe qui peut se dire expert, et d'autre part, pour se donner une forme de respectabilité, ils sont dans une assurance. Alors que, ayant eu un antiquaire à Mai, aujourd'hui décédé, je l'ai fréquenté pendant des années, et au-delà de l'assurance qu'il peut donner à un client de passage, qui lui dit mais vous devez savoir, si l'antiquaire éventuellement marque une hésitation à propos de quelque chose, vous êtes antiquaire, vous êtes spécialiste, vous êtes expert, vous devez savoir, alors que pas du tout. On sait très bien que dans un monde aussi vaste que le domaine du marché, de l'art des autres époques et qui couvre des disciplines extrêmement variées, des moments, des lieux différents, les antiquaires eux-mêmes sont dans l'hésitation. Hein. Ils ont leur connaissance, ils apprennent tous les jours et ils s'informent auprès d'autres confrères, etc. Donc on vit dans l'incertitude, et ça me convient bien, moi, de vivre là-dedans. J'en ai marre des imbéciles qui veulent
toujours qu'on leur dise quoi. Ça leur évite de penser. Hein. Une fois qu'ils ont une réponse définitive, le problème est réglé, il ne faut plus penser. C'est dangereux de penser. À la naissance d'Aphrodite, il y eut chez les dieux un festin où se trouvait entre autres Poros, c'est-à-dire richesse. Après le repas, comme il y avait eu grande chair, Pénia, c'est-à-dire pauvreté, privation, vint pour mendier et se tint auprès de la porte. En ce moment, Poros, enivré de nectar, se retira dans le jardin de Zeus. Et là, ayant la tête pesante, il s'endormit. Alors, Pénia, s'avisant qu'elle ferait bien dans la détresse d'avoir un enfant de Poros, s'en alla coucher auprès de lui et conçut Eros. Maintenant, comme fils de Poros et de Pénia, voici quel fut son partage. D'un côté, il est toujours pauvre. Il est toujours pauvre et non pas délicat et beau comme la plupart des gens se l'imaginent, mais maigre, défait, sans chaussures, sans domicile, sans autre lit que la terre, couchant à la belle étoile, auprès des portes et dans les rues, enfin, en digne fils de sa mère, toujours misérable. D'un autre côté, suivant le naturel de son père, il est toujours à la recherche de ce qui est beau et bon. Il est mâle, entreprenant, robuste, chasseur, habile, sans cesse combinant quelque artifice, jaloux de savoir, et mettant tout en œuvre pour y parvenir, enchanteur, magicien.